Et chaque jour à 13h15, Franck Ferrand nous immerge au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et l'histoire d'aujourd'hui, c'est celle d'une conspiration incroyable contre Napoléon, ou comment une équipe de bras cassés est parvenue à s'emparer du pouvoir à la barbe de l'empereur. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. C'est la parution du dernier livre de Thierry Lenz qui m'a donné l'idée de vous raconter cet épisode cocasse, ou plutôt tragicomique de l'histoire napoléonienne. On apprend généralement à l'école que Napoléon a précipité son retour de Russie du fait de la conspiration du général Mallet, mais le plus souvent, on oublie de préciser que ce dangereux Mallet n'était qu'un général à la retraite enfermé dans une maison de santé et qui a mené son coup d'État tout seul, ou en tout cas avec l'aide de quelques complices plus ou moins débiles. Je vous assure que cette histoire ne manque pas de sel. Et je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent vous adresser leurs questions, leurs remarques, en passant évidemment par le site internet d'Europe 1, c'est le www.europe1.fr. Je vous propose maintenant de faire un bond de 2 siècles en arrière, 2 siècles tout ronds, puisque nous allons nous retrouver en 1812. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes dans la nuit du 22 au 23 octobre 1812 à Paris. Il est 3h30 du matin. Il faut que vous imaginiez la pluie qui tombe à verse et même une pluie très froide qui forme quasiment des petits flocons de neige. C'est un temps très hivernal pour un mois d'octobre. On est à la caserne Popincourt dans le quartier de la Roquette où est cantonnée la 10e cohorte de la garde nationale sous le commandement du commandant Soulier. La sentinelle est là qui attend la relève. Elle se dit qu'après tout, il vaut mieux être sous une pluie battante à Paris qu'au milieu de la neige russe, car on est en pleine campagne de Russie. L'empereur est à Moscou, c'est en tout cas ce qu'on sait, parce qu'il faut 15 jours au courrier pour aller jusqu'à Moscou, pour en revenir, ce qui fait qu'on a bien sûr toujours les nouvelles avec un temps de retard. On est au sommet, à l'apogée de cet immense empire qui s'étend de Hambourg à Naples et de Brest jusqu'à maintenant presque Moscou. 132 départements, sans parler des États vassaux et du Grand-Duché de Varsovie. C'est donc la puissance napoléonienne à son apogée qui n'en reste pas moins, vous allez le voir, une sorte de colosse aux pieds d'argile. La sentinelle arrête 3 hommes qui viennent d'arriver. Il y a là un officier général accompagné de son aide de camp et, ce qui peut paraître curieux, d'un commissaire de police. Halte là, qui vive, et il faut donner, vous savez, dans ces cas-là, il faut donner le mot d'ordre. Eh bien, le mot d'ordre de cette nuit du 22 au 23 octobre 1812, croyez-moi si vous le voulez, c'était le mot conspiration. Ça tombe bien, puisque l'officier général qui vient de se présenter ainsi à la caserne Popincourt n'est autre que Claude-François Mallet, et c'est un conspirateur dans l'âme. Alors qui est-il, ce général de brigade Mallet ? C'est un aigri, j'ai envie de dire, c'est un raté, diraient d'autres. En même temps, c'est quelqu'un d'inventif et d'une intelligence évidemment très active. Il est entré tout jeune comme mousquetaire gris. On est là sous le règne de Louis XV, et puis évidemment sous la Révolution, il va, comme presque tout le monde, tourner sa veste. Il devient républicain dès 1793. Il se montre un peu plus modéré sous le Directoire, ça va bien. Et puis, on le verra s'opposer au consulat à vie, s'opposer plus tard à l'Empire quand il commande successivement en Charente, en Vendée. Personnage tatillon, procédurier dont on se méfie et dont on ne sait pas vraiment quoi faire, et d'autant moins qu'en Vendée, il a pris l'habitude de rendre des visites fréquentes aux proscrits d'Oléron. On l'expédie finalement en Italie en tant que surveillant des États pontificaux, mais là-bas, c'est un nouvel aspect de sa personnalité auquel il va donner libre cours, puisqu'on le voit négocier, c'est le moins qu'on puisse dire, s'entendre avec des tenanciers de maisons de jeu, on le voit confisquer des bateaux de prise, bref, il fait des magouilles, disons-le, et Napoléon, à qui on parle de cette affaire, il est en Pologne à ce moment-là, le traite carrément de voleur. Après une enquête assez approfondie, une commission est nommée, etc., finalement, Mallet est mis à la retraite.
c'est un peu tôt peut-être pour lui, mais il est mis à la retraite avec pension. Il devrait plutôt s'estimer heureux de ce qui lui arrive. Dès 1807, on le trouve au milieu d'un groupe de conspirateurs républicains et l'on peut dire que la conspiration Mallet, c'est sa vocation essentielle. Alors il y a une affaire, celle de 1808, sur laquelle nous aurons tout à l'heure l'occasion de revenir avec Thierry Lenz. Cette affaire de 1808 qui est assez étrange et dont on n'a pas peut-être percé tous les secrets. En tout cas, il y a à ce moment-là un grand complot, une conspiration, j'ai envie de dire une de plus montée contre Napoléon. La plupart des conspirations de l'époque, ce sont des conspirations royalistes, qui sont d'ailleurs pour certaines très efficaces et qui peuvent être extrêmement dangereuses pour le régime. Là, en l'occurrence, ce serait plutôt une conspiration de sénateurs républicains. Il est prévu d'apposer 12 000 affiches dans Paris proclamant la déchéance de l'Empire. Finalement, tout ça va tomber à l'eau. Un des complices de Mallet et des autres va les dénoncer. Tout le monde se retrouve à la prison de la Force. Et c'est dans le cadre de cette prison de la Force, alors même qu'il est détenu, on va dire qu'il est une sorte de prisonnier politique, c'est là que, au printemps 1809, Mallet va remonter encore une autre conspiration. Cette fois, il a l'intention de profiter du Te Deum qui va être donné à Notre-Dame pour célébrer la prise de Vienne. Donc, ça veut dire que Napoléon est encore absent de Paris, hein, évidemment. Il passe son temps sur tous les champs de bataille de l'Europe. En l'occurrence, il est en Autriche, bien sûr. Et donc, il n'y a que l'archi-chancelier Cambacérès pour tenir l'Empire, si je puis dire, et puis tous les ministres, le gouvernement. Et Mallet a une idée, il veut profiter de ce Te Deum pour la paix, pour la prise de Vienne, ça a lieu le 29 juin 1809 précisément, pour proclamer la mort de Napoléon, et on entrera dans la cathédrale, on s'assurera de la personne des ministres, etc. Il y a à la prison de la Force, il y a un mouton, comme on dit, il y a un agent de renseignement qui s'appelle Sorby, qui va trahir Mallet. Et voilà donc une nouvelle conspiration qui tombe à l'eau. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, Fouché n'est plus en place. Le super policier, si je puis dire, du règne de Napoléon n'est plus là. C'est Savary qui l'a remplacé, duc de Rovigo. Savary manque peut-être dans cette affaire de perspicacité ou d'efficacité, tout simplement. Il prend Mallet pour un doudingue et après un nouveau séjour, après l'avoir maintenu un peu en prison, finalement, il le fait transférer en 1810 à la maison de santé du docteur Dubuisson, au 303 Faubourg Saint-Antoine. Cette maison de santé, c'est une sorte d'asile, il faut bien dire, mais au lieu d'avoir des pensionnaires qui, pour la plupart, sont des aliénés, là, ce sont des prisonniers politiques, il faut bien le dire. Des prisonniers politiques considérés comme pas très dangereux. Et voilà pourquoi toute notre histoire d'aujourd'hui va commencer dans cet asile, dans cette maison de santé du Buisson, avec tous ces détenus politiques. Alors, il y a un compagnon d'échecs de Mallet qui va jouer un rôle, c'est son compagnon de chambre, si l'on peut dire, c'est l'abbé Lafont, qui est un royaliste. Et cet abbé Lafont est assez vite mis dans la confidence de la nouvelle conspiration fomentée par le général Mallet. Alors ils sont en train de faire des plans sur la comète, évidemment. Lafont ne pense qu'à une chose, c'est au retour du roi, du frère de Louis XVI, qui devrait régner sous le nom de Louis XVIII. C'est ce qui aura lieu finalement plus tard, mais pour de toute autre raison. On voit ces deux hommes jouer aux échecs le cabinet qui prendra le pouvoir. Vous voyez, alors on joue un ministre royaliste quand c'est Lafont qui gagne, un ministre républicain quand c'est Mallet. Mallet n'est pas si fou qu'il en a l'air, néanmoins. Il a compris que pour tenir Paris, il faut d'abord s'assurer de la force, il faut tenir la garnison. Et il a gardé l'idée de cette mort de Napoléon qui serait un moyen de désorganiser complètement le régime. Il faut dire que Mallet connaît très bien l'administration, il maîtrise parfaitement le style administratif, alors il est capable de rédiger de faux senatus consultes, c'est-à-dire de faux décrets lois du Sénat, il est capable de rédiger des ordres militaires, etc. Et il va multiplier, il va en faire plusieurs centaines de ces ordres. Tout ça très bien prévu, très intelligent, ses trois cibles principales, ce sont la préfecture de police, l'hôtel de ville où se trouve ce qu'on appelle à l'époque le préfet de la Seine, il n'y a pas de maire de Paris, et puis l'état-major de la place Vendôme, très important. Alors il lui faut quand même des complices à ce Mallet, mais là il a compris cette fois, il a retenu la leçon de 1808 et 1809,
Au lieu de mettre des complices dans la confidence, il va les utiliser malgré eux. Il va leur faire croire à eux aussi que Napoléon est mort et que donc ils sont nommés par le Sénat à des postes de responsabilité. Ce sera le cas notamment du général Lahorie, qui a été complice de la conspiration républicaine du général Moreau, et du général Guidal, qui est accusé d'avoir voulu vendre Toulon aux Anglais pour 30 000 francs et qui donc tous les deux se trouvent à l'époque à la prison de la Force. Et puis il y a aussi dans cette prison de la Force un certain Boquet-Champ, qui est un brave homme, un Corse, qui est un ami de l'abbé Lafont et que l'abbé Lafont tient absolument à faire libérer. Il faut, à défaut de complices, il faut quand même que notre Mallet trouve des comparses. Alors, il va trouver un aide de camp, il va le trouver dans la personne d'un jeune visiteur qui s'appelle Jean Rateau, et puis il va se trouver un pseudo-commissaire de police dans la personne de Boutreux, qui est un visiteur de Lafont et qu'il va nommer comme ça commissaire de police. Alors, il leur faut aussi un quartier général. Il demande à un complice, un ami de Lafont qui s'appelle Camano, qui est un espagnol, un prêtre espagnol. Il lui demande de trouver un quartier général et Camano va trouver un quartier général pour 37 francs 50. Tout ça est parfait. Mallet et Lafont vont pouvoir faire le mur donc dans cette nuit du 22 au 23 octobre 1812 pour se retrouver dans leur beau quartier général du cul-de-sac Saint-Pierre. À ce moment-là, on en profite pour dater tous les ordres et tous les sénatus consultes. On annonce la mort de Napoléon devant Moscou et on se prépare, ça y est, à marcher sur les principales cibles. Au dernier moment, quand même, l'abbé Lafont se dégonfle, si vous me passez l'expression. Il préfère dire à ses comparses qu'il les rejoindra place Vendôme à 9h, c'est-à-dire quand le coup d'État aura réussi, quand tout sera fini. Et voilà comment, en ce 22 octobre 1812, le général à la retraite Mallet, interné en maison de santé, secondé par son voisin de chambre, entreprend de renverser l'empereur Napoléon Ier avec l'aide d'un caporal, d'un poète amateur et d'un curé espagnol à moitié débile. Point de ralliement, un quartier général à 37 francs 50. Au cœur de l'histoire. Et nous sommes précisément sur Europe 1 au cœur de la conspiration du général Mallet pour renverser Napoléon. L'empereur est mort le 7 octobre à Moscou, une balle en plein cœur. Le Sénat s'est réuni cette nuit, il n'y a plus de gouvernement impérial. Cette phrase, Mallet ne va pas cesser de la dire, de la redire, de la répéter pendant toute cette nuit du 22 au 23 octobre 1812. Et le tout premier à l'entendre, c'est donc le commandant Soulier, à la tête de sa 10e corde de la garde nationale, donc à la caserne Popincourt. Il est totalement sidéré, Soulier, bien entendu. Il commence par sangloter, seulement on lui apprend qu'il est nommé général, ça tombe pas mal, qu'on va lui donner pas mal d'argent pour son régiment, enfin tout va bien, et finalement il reçoit l'ordre d'aller occuper l'hôtel de ville où se trouve donc le préfet de la Seine, et avec le préfet de la Seine il va falloir trouver de nouvelles salles pour les premières délibérations du nouveau gouvernement mis sur pied à la hâte, semble-t-il, et en pleine nuit par un Sénat désemparé par la nouvelle de la mort de l'empereur. Soulier délègue à l'hôtel de ville le capitaine Picrel, il faut toujours imaginer ce temps pourri, et puis avec Mallet il file à la Force, donc à cette prison de la Force où se trouve, on en parlera tout à l'heure, on en dira un mot, ça se trouve aujourd'hui dans le Marais, c'était déjà dans le Marais d'ailleurs à l'époque, et il arrive avec 3 compagnies donc de cette garde nationale. Le concierge de la Force, c'est un homme assez connu, il a été le concierge de Marie-Antoinette à la conciergerie, enfin le geôlier de Marie-Antoinette à la conciergerie, c'est Beau. Beau hésite évidemment quand on lui donne les ordres de libération de 2 prisonniers politiques, Lahorie, de Guidal, quand même ça paraît un peu gros, mais devant la menace de la Force, évidemment, il finit par libérer ses prisonniers. Et Lahorie est le premier surpris de ce qui lui arrive, mais il dira plus tard au moment du procès, moi j'ai cru revoir un 18 Brumaire, il ne faut pas oublier qu'on est dans une période, et ça Cambacérès insistera là-dessus aussi, on est dans une période où les gouvernements, les régimes changent à une telle vitesse qu'après tout, rien n'est impossible. On insiste pour la libération du poète là de Boquet-Champ, vous savez, et alors, pauvre homme qui était en train de rédiger un dictionnaire des dieux de la Grèce antique, et qui se trouve nommé préfet de la Seine, ce qui manque pas de sel, mais bon, voilà à peu près le genre d'équipe dont dispose le général Mallet, qui aussitôt file de son côté vers l'état-major. Lahorie et Boutreux, donc Lahorie, le général avec Boutreux, cette espèce de poète devenu commissaire de police, se présente à la préfecture de police, rue de Jérusalem, qui est officiellement quand même le domaine du baron Pasquier.
L'empereur est mort, annonce-t-on, vous n'êtes plus préfet, je vous arrête. Et voilà ce petit bachelier poète qui a été fait commissaire de police à 3h du matin et qui se retrouve maintenant déjà préfet de police. Ça, c'est de la carrière. Pasquier est complètement sidéré, on le conduit à la force, il retrouve là le chef de la sûreté des Marais, enfin tout ça est invraisemblable. Et puis Lahorie rejoint Guidal et Picrel et ils se rendent ensemble au ministère de la police. Et là, ils sont reçus par le duc de Rovigo, par son excellence le duc de Rovigo, donc par Savary, qui leur ouvre en chemise, il était en train de dormir, Savary, et Guidal le fait arrêter. Allez hop, direction la force, lui aussi. Houbaud est de plus en plus sidéré par l'importance des prisonniers qu'on lui amène pendant cette nuit absolument incroyable. C'est la folle nuit, si je puis dire. Les 3 ordres ont été quand même signés de Guidal, qui la veille était le prisonnier de Beau. Soulier, avec une compagnie, est donc à l'hôtel de ville. Là, le préfet de la Seine, le comte Frochot, se montre assez conciliant. Il accueille son successeur, cette espèce de poète invraisemblable qui parle plus de corse et d'italien que de français. Et pendant ce temps, les ordres militaires se transmettent et peu à peu, ce sont tous les points clés de Paris, dont la trésorerie fondamentale, le trésor de guerre, dont la trésorerie qui sont occupés. Donc ça devient sérieux cette histoire. Et le matin, à partir de 9h du matin, donc on est le vendredi 23 octobre 1812, on peut dire que Mallet, plus ou moins, vous allez voir que ça tient peut-être pas tant que ça, mais en tout cas il tient Paris, ça c'est incontestable. Il reste quand même à arrêter l'archichancelier Cambacérès et de mettre l'impératrice Marie-Louise de l'assigner à résidence à Saint-Cloud. Bon, tout ça maintenant, on a envie de dire, c'est à Mallet de jouer. Or, et si vous me passez l'expression, dans cette affaire, Mallet va jouer les losers. C'est incroyable. Finalement, tous ses complices, peut-être parce qu'ils sont complices malgré eux, jouent très bien leur rôle, mais Mallet, lui, va complètement perdre son sang-froid. Il se présente place Vendôme chez le commandant de la place de Paris, qui n'est autre que le général Hulin, un personnage qui en a vu d'autres, si je puis dire. Il a pris la Bastille autrefois, Hulin. Il a présidé aussi le Conseil de guerre qui a condamné à mort le duc d'Enghien. C'est dire que c'est quelqu'un qui n'a pas tellement froid aux yeux. Hulin, d'ailleurs, refuse de recevoir le général Mallet, et puis finalement, il le reçoit devant l'insistance de Mallet, et sa femme lui dit « Mais si ce monsieur vient pour t'arrêter, il doit bien avoir des ordres. » « Ah oui, dit Hulin, passons dans mon bureau. » Et c'est là que, soudain, tout bascule. Le général Mallet feint d'ouvrir le rabat de sa veste pour y chercher des documents, et en fait, il en sort une arme et un pistolet, et il dit « Eh bien, mes ordres, les voilà », et il tire presque à bout portant sur ce pauvre général Hulin. Une balle va se loger dans la gorge, on le croit mort, il tombe dans son sang. En fait, non seulement il ne sera pas mort, mais il continuera de vivre encore longtemps avec sa balle coincée dans la gorge. On l'appellera le général bouffe la balle. En attendant, Mallet, qui a un peu perdu son sang-froid, se retrouve à l'état-major chez le colonel Doucet. Colonel Doucet qui est un homme de police avant tout, de même que son bras droit, Laborde du reste. Et Doucet et Laborde vont agir comme aucun des ministres ou hauts responsables auxquels on a eu affaire jusqu'ici n'ont agi, c'est-à-dire que eux comprennent ce qui se passe. Ils vont assez vite réussir à désarmer Mallet. Entre parenthèses, c'est le moment que choisit ce pauvre abbé Lafont pour se présenter comme prévu place Vendôme. Il avait donné rendez-vous à 9h à ses complices et que là, il se rend compte, il comprend que ça tourne mal et il disparaît très vite. Doucet se présente au balcon, vive l'empereur, il explique aux troupes qui sont là, massées, qu'en fait, elles ont été victimes d'une duperie, que Napoléon est bien en vie, tout le monde crie vive l'empereur, tout va bien, si je puis dire. Le régime est sauvé. Seulement les choses ont été lancées. La conspiration avait déjà fait des dégâts. Lorsque Laborde se présente à la préfecture de police, il se fait arrêter par l'officier de garde. On ne sait plus à qui obéir dans cette affaire. Et quand le baron Pasquier, enfin libéré, rentre lui-même à la préfecture, eh bien il est poursuivi. Il va devoir se réfugier chez son apothicaire et la légende veut qu'il n'en soit sorti que dans une robe et portant une perruque de la femme de l'apothicaire. Alors est-ce que c'est vrai ça, Thierry Lenz émet des doutes. Une légende veut qu'il soit sorti déguisé en femme. Nous n'avons pu vérifier l'anecdote dans les documents et interrogatoires. On doit donc la considérer comme inventée pour railler encore un peu plus le préfet de police qui de toute façon n'avait pas besoin de cela, nous dit Thierry Lenz. Mais vous voyez qu'il y a quand même une atmosphère de vaudeville dans tout ça. Savary en chemise, Pasquier en robe, ils sont bien ridicules, tous ces hauts responsables du gouvernement impérial. Mallet sera néanmoins traduit en conseil de guerre. C'est là que le vaudeville se transforme
transforme en drame et peut-être un peu en tragédie. Il est traduit en conseil de guerre avec 23 complices, mais qui sont des complices pour la plupart involontaires, vous avez bien compris. Le président du tribunal à un moment va lui poser la question, il dit mais qui sont vos complices, Mallet? Et il répond, mes complices c'est d'abord le peuple français et c'est vous, monsieur le président, ça aurait été vous si j'avais réussi. 13 des 23 seront condamnés à mort. L'impératrice va gracier le petit dernier, là, le petit râteau, mais quand même il est flétri, c'est-à-dire qu'on lui brûle on le marque au fer rouge des lettres TSP, traître à sa patrie. Les autres sont tout simplement fusillés. Ça finit très mal. La farce s'achève en grand guignol, avec néanmoins des conséquences, car pour Napoléon, toute cette affaire aura été épouvantable. Maintenant, il faut savoir comment l'empereur prendra cette fâcheuse affaire, et cette incertitude est pénible. Quelques jours après les exécutions de la plaine de Grenelle, Cambacérès résuma ainsi les angoisses du tout Paris napoléonien, donc les siennes, dans une lettre à Lebrun, nous dit Thierry Lenz. Restait aussi à gérer des conséquences autrement embarrassantes touchant à la réaction des élites et de la population face à l'accumulation des déconvenus. À la fronde religieuse, à la crise économique et aux inquiétudes sur la guerre en Russie, s'ajoutait désormais le très mauvais effet de l'aventure du général Mallet. Vous imaginez la colère de Napoléon lorsque, rentré, il apprend cette nouvelle invraisemblable. L'empereur n'est frappé que d'une chose, écrivit Fin, ce n'est pas qu'une conspiration ait éclaté en son absence, c'est qu'après 12 années de gouvernement, après son mariage, après la naissance de son fils, après tant de serments, sa mort ait pu devenir encore un moyen de révolution, car dans cette affaire, on annonce la mort de Napoléon, certes, mais personne, je dis bien aucun des responsables du gouvernement impérial, n'a songé qu'il y avait quand même un successeur à cet empereur, qu'on était bien dans une nouvelle monarchie héréditaire, et que le roi de Rome aurait eu des droits. Ce roi de Rome, tout le monde l'avait oublié. Un extrait sur Europe 1 du concerto numéro 5, Empereur, de Beethoven. Conseil des ministres du mercredi 23 décembre, donc l'avant-veille de Noël. Eh bien, messieurs, vous prétendez et vous dites avoir fini votre révolution, s'exclame l'empereur. Vous me croyiez mort, dites-vous, je n'ai rien à redire à cela. Mais le roi de Rome, vos serments, vos principes, vos doctrines, ah, vous me faites frémir pour l'avenir. Bonjour Thierry Lenz. Bonjour Franck. Napoléon est très furieux de cette affaire du général Mallet. On le serait à moins, parce que comme vous venez de le raconter, il n'était pas connu à l'époque, mais ce sont les pieds nickelés qui se rendent coupables, qui partent à l'assaut du pouvoir et qui, bon, je dis pas qu'ils ont failli réussir, mais enfin ils mettent quand même, comme vous l'avez dit, un beau bazar dans Paris pendant une journée. Et évidemment, quand Napoléon apprend ça, alors il l'apprend par des lettres, par des rapports, donc il ne l'apprend pas de votre bouche, où ça aurait été vivant, peut-être aurait-il souri. Mais là, non, pas du tout. Au contraire, il est extraordinairement furieux. Et comme il envisageait déjà de rentrer à Paris pour réorganiser une nouvelle armée, ça va être véritablement la nouvelle qui va le décider définitivement. Est-ce qu'on peut dire que cette conspiration du général Mallet, qui commence comme une simple comédie évidemment, mais qui finit quand même très mal, donc quoi pour ses auteurs, et aussi pour un certain nombre de responsables, cette conspiration aurait été un peu pour l'Empire le début de la fin, quelque part? Alors, oui, on peut rétrospectivement, on peut le dire, mais sur le moment, la vraie question, et vous l'avez posée à la fin de votre récit, c'est la légitimité du pouvoir. Et c'est
c'est le point central au fond de l'histoire intérieure napoléonienne. C'est quelle est la légitimité de ce pouvoir? Est-il vraiment une monarchie ou est-il resté simplement un régime révolutionnaire un peu plus organisé? C'est toute la question qui se pose, et manifestement dans l'affaire Mallet, l'indice de réponse c'est ça n'est pas une monarchie légitime. Puisque personne n'a songé à l'héritier du trône. Voilà, alors c'est vrai qu'il faut quand même reconnaître qu'ils n'ont pas eu tellement le temps, hein, vous l'avez dit. Il est tout jeune, le petit roi de Rome en plus. Il est né en 1811, donc il a un an et demi. Oui. Voilà. Simplement, ce qu'il y a, c'est que tout s'est passé très très vite, donc on ne sait pas vraiment ce qui serait passé dans l'après-midi, hein, si le coup avait mieux marché. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que en dépit de l'assez mauvaise réaction des autorités policières, bon, Savary a essayé de résister. Il y a une autre scène où il essaie de s'évader et c'est la foule qui l'arrête, quoi. Il lui dit mais je suis le ministre de la police. Enfin, vous connaissez bien cette anecdote, oui. Et donc il se fait arrêter à nouveau. Celui qui réagit quand même très bien dans cette matinée, c'est Cambacérès. On l'a souvent raillé. Il y a eu beaucoup de pamphlets publiés contre lui, disant que il avait été apeuré, il avait peur d'être guillotiné, qu'il avait fait venir son coiffeur pour être présentable au bourreau. Il faut dire que Cambacérès, on le brocarde volontiers, voilà, parce qu'il était un peu efféminé, un peu très attentif à sa personne. Voilà, c'est ça. Il avait, comme on disait à l'époque, le petit défaut, mais on ne le disait pas aussi clairement. Et donc, en fait, Cambacérès a très bien réagi, puisqu'il a été mis au courant de l'affaire assez vite, parce qu'au moment de l'arrestation de Savary, plusieurs de ses domestiques ont réussi, et sa femme ont réussi à s'échapper, sont allés immédiatement prévenir Cambacérès, qui habitait à 2 pas, hein, tous ces gens habitaient dans le même quartier. Et puis, le chef de la première division de police réale, lui, n'a pas été arrêté non plus. Donc, on a très très vite su chez Cambacérès qu'il se passait quelque chose d'anormal. Si l'on peut dire, je ne veux pas désigner des coupables, mais les pires dans l'histoire, c'est Frochot quand même, qui lui alors a totalement accueilli le nouveau régime. Oui. C'est accessoirement Pasquier et puis un petit peu Savary. Oui, après les autres, ça va. Hulin notamment a été remarquable. Oui. Ce que vous avez bien montré, c'est que tous ces gens qui partent à l'assaut du pouvoir ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver très très vite, 48 heures plus tard, devant un conseil de guerre. Ils ne savent absolument pas ce qui leur arrive. Ils n'ont rien compris. Au moment du verdict, quand on va demander aux militaires de leur dernière déclaration, il y en a plusieurs qui disent « Je n'ai rien à dire, vive l'empereur ». Ils sont totalement abasourdis. Ils n'ont pas vu, ils n'ont rien compris. Effectivement, le plus fautif... Lahorie, qui quand même est un homme de grand talent, en l'occurrence, a cru de bonne foi que Napoléon était mort et qu'on lui confiait de hautes responsabilités. Oui, totalement. Il y a le seul qui s'est rendu compte de ce qui se passait pendant la conspiration, c'est Guidal. Guidal était celui qui devait aller arrêter Cambacérès. Et au moment où c'est le moment pour lui d'aller arrêter Cambacérès, il se pose des questions. Il le dit d'ailleurs dans ses dépositions. Il se pose des questions. Il se dit mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et pour réfléchir, il va dans une taverne. Et bon, il termine à demi-ivre, parce que tous ces gens-là ne sont pas seulement des héros de romans, ce sont aussi des personnages un peu troubles, et il disparaît. Alors on finira par l'arrêter, mais il ne remplit pas cette mission. Donc Mallet, au fond, il n'avait pas eu tout le monde, quoi. Il y a un moment où les gens se sont dit mais attendez, c'est quand même invraisemblable que je devienne. Alors même Boutreux, à un moment donné, se trouve à la préfecture. Boutreux, c'est le petit poète qui devient commissaire de police, puis préfet de police. Voilà, il est préfet de police, il se trouve à la préfecture de police, et puis à un moment donné, il se dit mais bon, alors que fait un préfet de police? Et il est là, seul dans son bureau, et il attend. Et en fait, pendant des heures, tous ces gens vont attendre. Ils vont attendre quoi? Ils vont attendre d'être arrêtés, quoi, tout simplement, parce qu'on va les cueillir au fond assez facilement. Et traduit avec une vitesse, une célérité tout à fait inédite en conseil de guerre, parce que ce que veulent tous les hauts responsables du régime, c'est bien entendu que tout ce monde-là soit mort avant le retour de l'empereur. Oui, ça les arrangera bien, oui, en effet. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une enquête, et d'ailleurs une des sources principales de mon travail et du travail des historiens là-dessus, c'est cette enquête qui a été absolument remarquable. C'est-à-dire que lorsqu'on consulte aujourd'hui les procès-verbaux, on s'aperçoit que d'abord tout le monde s'y est mis, tout ce que Paris comptait de policiers s'est mis à interroger tout le monde, jusqu'au ministre de la police qui a procédé lui-même à un certain nombre d'interrogatoires. Il y a eu un rapport de synthèse qui a été fait par un capitaine Delon qui se trouvait être un ami de Lahorie et qui rencontrait Lahorie chez Madame Hugo. Enfin bref, tous ces gens-là en plus se connaissaient, et Delon dit à un moment donné, il va
demandé d'ailleurs à Fouché, qui est le futur beau-père de Victor Hugo, donc un ami de Lahorie, de l'aider à rédiger son rapport, ce qui est tout à fait... Et tout le monde fait son devoir, en quelque sorte, là-dedans, et rédige un rapport de synthèse qui, au fond, montre assez bien les responsabilités, mais on est quand même dans une époque où les circonstances atténuantes en matière de conspiration politique sont peu prises en compte. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est le moins qu'on C'est puisse assez dire. expéditif. Oui. En même temps, il faut dire que le régime est constamment l'objet de complots et de conspirations. Savary, le ministre de la Police, donc, va consacrer plus tard un chapitre entier de ses mémoires à l'affaire du général Malet. Est-ce qu'il n'a pas un peu grossi les choses pour justifier son attitude ambivalente ? Bien sûr, tout le monde a un petit peu ensuite essayé de s'expliquer, d'abord vis-à-vis de Napoléon, parce qu'il était un peu fâché à son retour, et puis ensuite vis-à-vis de la postérité, parce que comme vous l'avez dit, tous ces gens, au fond, sont ridicules à la fin de la journée, y compris Frochot. Vous avez parlé de Frochot, c'est le seul qui va être sanctionné par Napoléon. Il va être chassé du Conseil d'État, il va être destitué de son poste de préfet de la Seine, parce que, je dirais, Frochot est le seul qui a positivement posé des actes. Il se montrait zélé, oui. Voilà, vraiment. il s'est montré zélé, il a installé le nouveau gouvernement. D'ailleurs, il devait en faire partie, donc sans doute ça l'avait encouragé. Les autres, au fond, n'ont été que stupides. Et Napoléon le leur a dit à peu près dans ces termes. Hein. Oh oui, on peut lui faire confiance pour n'avoir pas trop fleuri voilà. le compliment. La conspiration du général Malet, 23 octobre 1812, premier ébranlement du trône de Napoléon. J'imagine que, après tout ce qu'on vient de raconter, nos auditeurs vont se précipiter en librairie pour acheter le livre de Thierry Lenz. Alors je leur dis simplement, attention, ça sort demain. Oui, donc demain. Attendez jusqu'à demain pour aller l'acheter. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Un extrait sur Europe 1 de la bande originale du film d'Antoine Decaune, Monsieur N. C'est une musique composée par Stéphane Echer, Franck. Alors j'aurais bien aimé qu'on mette cette musique-là, mais c'était pas très audible, très agréable. Il y a un très bel épisode de la célèbre émission de Stelio Lorenzi, André Castelot et Alain Decaux, La caméra explore le temps, qui parle de cette conspiration du général Malet. Et dans la causerie qui suit la dramatique, comme on disait à l'époque, de l'ORTF, dans la causerie, Alain Decaux fait le parallèle entre cette conspiration du général Malet et l'attentat contre Hitler en juillet 1944, le célèbre attentat. Et il nous dit que finalement la différence entre les deux, c'est l'existence du téléphone, parce que en 1944, il a été possible aux personnes bernées de se rendre compte. Il suffisait de téléphoner au repère du Führer pour l'avoir au téléphone, et donc là, ça laissait tomber tout de suite les suspicions. Dans le cas de Napoléon, on peut dire aussi qu'un certain nombre de hauts responsables savaient qu'il était en vie, qu'il avait survécu en tout cas au 7 octobre, puisqu'ils avaient reçu des courriers postérieurs. Oui, Thierry Lenz. Oui. Alors bon, la comparaison faite par Alain Decaux était, je dirais, pour faciliter la démonstration, car évidemment on peut pas comparer les deux. Dans le cas de la conspiration de Malet, l'armée en tant que telle, l'état-major n'est pas dans le coup. Hein. C'est vraiment, comme on le disait tout à l'heure, un petit peu. Ce sont des amateurs. Voilà, des amateurs. Pas complètement idiots, oui, hein, voilà. mais des amateurs. Effectivement, ils savent, les responsables du gouvernement savent que Napoléon est vivant. D'ailleurs, Savary, au moment de son arrestation, dit à Lahorie, mais tu me fais des comptes, j'ai ici une lettre de lui qui date du lendemain, enfin du 8 octobre. Donc effectivement, ils savent que Napoléon n'est pas mort. Et je dirais qu'ils savent aussi assez vite qui est le général Malet, parce que, comme vous l'avez dit, le général Malet a une belle carrière de conspirateur derrière lui, et il est connu. C'est d'ailleurs en le reconnaissant que Doucet, à l'état-major de Paris, se rend compte qu'on a affaire à une affaire un peu louche. Oui, Doucet et Laborde, qui connaissent bien les affaires de police, sont tout à fait au courant non seulement de l'existence, mais du passé plus que trouble de ce général Malet. Oui. Qui est-il alors, ce général Malet ? Est-ce qu'il était vraiment républicain ? Alors, il a été républicain, c'est incontestable. Il a été. C'est d'abord une personne qui est très longtemps a été présentée un peu comme un fou. Alors, on peut pas nier qu'il ait des côtés un peu obsessionnels, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, un peu originaux. Ceci étant, il a manqué de peu d'avoir une autre carrière qui aurait fait que sans doute il se serait pas lancé dans ce type de conspiration. Il a, par exemple, c'est un Jurassien, il est originaire du Jura. Il a pendant les premiers temps de la Révolution, il a manqué
par 2 fois une carrière nationale. C'est-à-dire que par 2 fois, il aurait pu être élu député du Jura. Une fois, ça ne s'est pas fait pour des raisons parce qu'il a été battu à l'élection. Et l'autre fois, c'est parce qu'il a été invalidé. C'était au moment où les élections du directoire étaient sans cesse revues et corrigées par le gouvernement. Donc, si vous voulez, que se serait-il passé à ce moment-là ? Bon, évidemment, personne n'en sait rien. C'était en tout cas un individu qui, d'après... C'est la source d'une double frustration, ce que vous nous racontez, hein, forcément. C'est un peu ça. Il a toujours considéré, lui, qu'il n'avait pas eu la carrière qu'il méritait. D'ailleurs, dès son jeune âge, si l'on peut dire, quand il était officier d'état-major, il se permettait de faire des réflexions sur la stratégie. Alors, comme on ne l'écoutait pas, évidemment, ça prenait tout de suite des proportions énormes. C'était une personne qui avait un peu la poisse, quoi. Hein. Il a été poursuivi par la guigne toute sa vie. On connaît ces gens qui montent toujours des plans comme ça extraordinaires, qui ont des idées incroyables, qui ont paradoxalement les qualités de leurs ambitions, mais qui sont quand même, j'ai employé tout à l'heure le terme pas très élégant de loser, mais on a l'impression qu'il y a chez ce pauvre général Mallet l'incapacité de réussir. Oui, c'est ça. Alors il a une force qui est la constitution de réseau. Alors il y a toute une légende autour du réseau de Mallet qui aurait été un réseau d'une société secrète de Philadelphie. Bon, je pense avoir fait un peu justice à cette légende-là, mais il y a tout un réseau franc-comtois, on va dire, qui circule autour de lui et qui va lui être fidèle et qui est dans toutes ces conspirations. Hein. Dans toutes les affaires, on retrouve les mêmes, qui sont des littérateurs de seconde zone, des militaires, dont un de ses aides de camp, on dit qu'il est devenu fou après avoir pris un coup de soleil à Rome pendant qu'il était avec le général Mallet. Enfin, on a toute cette faune un petit peu, je dirais, qui semble un peu sortie de le nôtre finalement, puisque nous en parlons parfois. Le nôtre, le pape de la petite histoire. Voilà, et qui sont vraiment des individus qui méritent ce type de portrait. Il y a le prêtre, vous avez parlé du prêtre Caamano, qui est lui carrément semi-fou, totalement fou. Hein, oui. En fait, on lui dit pour l'emmener dans la conspiration que dans cette malle, en quelque sorte, où se trouvent les uniformes de Mallet, dans cette malle, il y a de quoi rétablir sur le trône le roi d'Espagne Ferdinand VII. Et Caamano, à partir de ce moment-là, garde cette caisse comme si c'était le plus grand des trésors et ne se rend absolument... Alors en plus, il parle très très mal le français, ce qui fait qu'il ne sera pas condamné à mort parce qu'on n'a pas compris du tout ce qu'il racontait pendant les interrogatoires. C'est le désespoir des interrogateurs de dire mais il nous parle une langue. Alors à un moment, on trouve quand même le biais, on lui parle en latin. Et là, on arrive quand même à obtenir quelques petites choses de lui. Il sera libéré, lui, au moment de la Restauration. Il y a un autre personnage qui, quand même, est passé à travers les mailles du filet. C'est le seul vrai complice, finalement, du général Mallet, c'est l'abbé Lafont. Oui, alors l'abbé Lafont, à mon avis, est la clé de la conspiration Mallet, parce que Mallet a un passé républicain, mais il a bien vu en 1808 qu'avec les républicains on peut pas travailler, on peut pas vraiment comploter, leur force n'est pas grande, et il est très probable, j'en suis presque certain, mais je ne peux pas l'affirmer comme ça, que en fait Mallet a été lui-même manipulé par les royalistes au moment de la conspiration. Il y a à la maison du docteur Dubuisson toute une série de grands conspirateurs donc dans royalistes. Cette maison de santé, pour ceux qui viendraient nous retrouver en cours de route, voilà. Dans la maison de santé où se trouvait le général Mallet et d'où est partie cette conspiration, dans cette maison de santé, il y avait donc... Il y avait Ferdinand de Berthier, qui est le fondateur des Chevaliers de la Foi. Il y avait Jules de Polignac, qui a été ensuite Premier ministre de Charles X, mais qui avait faune royaliste. Voilà, il y avait toute une faune royaliste. Et puis arrive la cerise sur le gâteau, cet abbé Lafont, dont on sait qu'il est membre de la congrégation, donc la congrégation était un organisme religieux anti-napoléonien, et qui se fait ami immédiatement avec Mallet, alors même que les vrais chefs royalistes, Ferdinand de Berthier, les Polignac, etc., demandent à changer de maison de santé. Comme s'il s'évacuait du champ de bataille en quelque sorte pour laisser Lafont seul avec Mallet. Et finalement, Lafont, vous l'avez dit, se dégonfle entre guillemets au début de la conspiration. Mais il y a une autre hypothèse qui est de dire, comme il est au fond le cœur de la conspiration royaliste, lui, il va se mettre en retrait et il va attendre de voir comment ça va fonctionner. Et effectivement, Lafont échappe à toutes les recherches. Il est exfiltré de Paris très probablement par le réseau ecclésiastique et il se retrouve professeur dans le Jura, à lui aussi.
où il va passer tranquillement son époque, si l'on peut dire, et revenir en grâce au moment de la Restauration, où Louis XVIII va le nommer quand même... il joue encore un rôle au moment des 100 jours, intelligent d'ailleurs. Oui, il espionne, je dirais, pour le compte des royalistes dans cette région. Il va ensuite être nommé précepteur des pages par Louis XVIII, il va avoir des pensions, et ce qui est très frappant, c'est qu'au moment de la Restauration, les royalistes vont pensionner toutes les veuves. Alors ils vont les pensionner, c'est pas très adroit, comme veuves de militaires tombés à l'ennemi, ce qui est, bon, ça me manque un peu de délicatesse, mais ils vont tous être pensionnés. Louis XVIII va s'occuper des enfants, va faire s'occuper des enfants, et même Madame Mallet... presque des héros royalistes. Ils deviennent des héros royalistes, et Madame Mallet se retrouve avec une pension de veuve de général de division, alors qu'il n'était que général de brigade, tué à l'ennemi, avec des protections très très haut placées autour de Louis XVIII. Alors ce général Claude-François Mallet, lui-même, qui n'est pas très bon dans l'action, c'est le moins qu'on puisse dire, il a quand même 2 fois de suite perdu son sang-froid, et notamment lorsqu'il est venu arrêter le général Hulin, là ça a été une catastrophe. Le pauvre général bouffe la balle, je le redis, parce que ça a bien fait... Ah oui, on a bien retenu, oui. Toute la régie aussi. S'il n'est pas bon dans l'action, en revanche, il est excellent dans la conception des choses. Et il y a une chose, moi, qui me fascine, c'est les documents qu'il a rédigés, qui sont dans un style administratif que ne renierait pas le bureau du Sénat. Ah oui, absolument. Ils sont, d'ailleurs, ils sont tous dans les archives. C'est assez fabuleux de voir à quel point tout ça est rédigé exactement dans les formes qu'il fallait, avec un faux tampon qui est marqué d'un L qui doit être Lafond, probablement, parce qu'on a fabriqué un tampon, alors on a mis un L dessus. Et sur les ordres, il y a bien écrit, vous n'exécuterez les ordres que des gens qui seront porteurs d'un document marqué du sceau que vous verrez ci-dessous, donc qui est ce fameux L. Et il y a un individu qui a une bonne réaction, c'est celui qui est le capitaine qui garde le Sénat au Palais du Luxembourg. Alors on vient lui annoncer que l'empereur est mort, que le Sénat a voté un senatus consulte, mais lui qui a monté la garde toute la nuit il a bien vu que rien ne s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il va voir les questeurs, il va voir les sénateurs, puis il dit vous avez voté des senatus consulte, et on lui dit non, c'est le seul qui réagit à peu près normalement, il vérifie son information en quelque sorte, et il échappe donc au peloton d'exécution. Mais on peut dire que les autres sont habitués à obéir, et 2, habitués à des modifications, des transformations politiques énormes. Après tout, le 18 Brumaire n'est pas si loin, il est encore frais dans les mémoires. Oui, puis ils sont pas très futés non plus. Vous parliez du commandant Soulier, c'est quand même, s'il commande un bataillon de la garde nationale, c'est sans doute qu'il n'est pas jugé capable de faire mieux. Le Sénat, pourquoi d'ailleurs, pourquoi Mallet a-t-il tout fait naître du Sénat, cette institution dont à l'époque on se demande un peu à quoi elle sert quand même. Oui, alors ça vient en fait de 1808, parce qu'en 1808, Mallet a là aussi manipulé tout le monde, c'est-à-dire lors de son premier complot, il a fait croire que les sénateurs préparaient un complot, qu'il était de mèche avec les sénateurs alors qu'il ne les connaissait pas. Et ça a failli fonctionner une nouvelle fois. Bon, donc il avait bien compris que dans ce régime, le Sénat avait un rôle central. C'était une espèce de chambre constitutionnelle qui pouvait effectivement décider de renverser l'Empire. Et il a donné l'idée à Talleyrand. Eh ben voilà, c'est ça, j'allais dire, il y en a un autre, c'est Talleyrand qui va tirer la leçon de l'histoire et qui bientôt va se servir du Sénat, mais cette fois ça marchera, si je puis dire. La conspiration du général Mallet par Thierry Lenz, c'est donc édité chez Perrin. On lit ça vraiment, c'est presque dommage que vous ayez pas été jusqu'à en faire un roman, mais en même temps on a la chance là d'avoir tous les documents, toutes les références, toutes les sources, donc on peut lire ça en parfaite tranquillité. C'est un roman d'aventure incroyable qui fait souvent sourire et qui finit malheureusement, comme vous l'avez vu, assez mal. Bonjour Elena Morna. Bonjour Franck. Alors quel est le nouvel ami des candidats au bac à partir du 20 janvier? Ce sera le serveur APB, admission post-bac. Dans quelle mesure est-ce leur nouvel ami ou leur meilleur ennemi? Eh bien on en parle aujourd'hui. Comment faire le choix entre les compétences, les envies et les réalités, les débouchés en ce qui concerne les filières choisies? Eh bien en général les enfants et les parents sont pas souvent d'accord. On vous aide à faire le point avec les experts. S'il y a des sujets d'histoire qui posent problème, que nos jeunes auditeurs n'hésitent pas à le faire savoir et on essaiera d'éclairer leur lanterne. Au 39 21, c'est 34 centimes d'euros la minute. Et Europe1.fr, évidemment, et la page FB de l'émission, Franck, au cœur de l'histoire. À demain, merci Julia. 14 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 demain, merci Julia. 14